Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au rendez-vous du jury du dimanche. iRadio, la première radiovision du Sénégal. ITV et imedia.sn, nous sommes dimanche 19 février 2022 et nous avons le plaisir de recevoir Thierno Alassane Sall, président du parti La République des Valeurs, opposition, conseiller municipal élu à Thiès. C'est bien ça? Bien ça, conseiller en ville. Vous avez été directeur général de la RTP au tout début de l'alternance de 2012, ensuite ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Avant cette alternance, vous occupiez la fonction de représentant de l'ASECNA au Sénégal et aux Comores. C'était bien la fonction? Oui, en fait, je vais quitter déjà ces fonctions pour être au niveau de la direction générale de la SECNA, chef de département sécurité puis et qualité. Au plan professionnel, vous êtes ingénieur en télécommunications et en aviation civile. Nous allons d'abord rendre hommage à deux personnalités qui nous ont quittés cette semaine. D'abord, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Pape Ousmane Sakho, mais aussi El Hadj Abdourahmane Diallo, père de notre collègue, ami et frère Boubacar Diallo, qui fut un enseignant, un éducateur hors pair, qui nous a quittés cette semaine. Paix à leur âme, Thierno Alassane Sall. Oui, j'ai eu à connaître le père de votre collègue, de notre ami Didier Boups, parce que j'ai beaucoup fréquenté la cité des enseignants. Je connaissais donc le défunt El Hadj Abdourahmane Diallo, à qui je souhaite un accès au paradis, et le repos éternel pour son âme, et je présente mes condoléances à sa famille. Pour ce qui est de Pape Ousmane Sakho, on l'a tous connu à travers enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, à travers les journaux. Il est venu peut-être à une époque assez difficile de l'histoire du Sénégal, où il fallait prendre des mesures drastiques, lui le technocrate. On a pu peut-être lui faire porter des habits plutôt austères, mais je pense qu'il s'est mis au service du Sénégal, il s'est sacrifié au service du Sénégal. Et souvent, c'est malheureusement le salaire de ceux qui se sacrifient dans des conditions difficiles et qui prennent les mesures impopulaires d'être parfois mal compris. Mais je crois que le Sénégal lui doit beaucoup. Abdourahmane Je salue Diallo, au passage le Premier ministre Mamadou Lamine Doum. Je lui présente mes condoléances. Qui avait formé un tandem avec Pape Ousmane Sakho, le plan d'urgence, le fameux plan Sakho-Loum. Mais je pense que leur vision et leurs compétences ne s'arrêtaient pas à ce niveau, et leur patriotisme, parce que Mamadou Lamine Loum l'a montré à travers sa participation aux Assises nationales, où il a joué un rôle important, et qu'ils avaient plutôt des projets beaucoup plus vastes de réforme et de modernisation du pays que simplement des mesures d'austérité. Je pense qu'on doit leur rendre cet hommage-là. Ouais, absolument. Boubacar Diallo, Pape Doudou Diallo, Souleymane Diallo, tenez bon. La perte d'un être cher, un papa n'est jamais facile. Paix à son âme donc. Lui, El Hadj Abdourahmane Diallo, qui était enseignant. On va parler de l'éducation. L'éducation, un secteur qui est très agité. Une grève des enseignants depuis près de 2 mois. Les élèves demandent à retourner en classe. Ils interpellent et l'État, et les enseignants, et les parents d'élèves. Les deux parties, l'État et les syndicats d'enseignants, se retrouvent pour discuter. Mais ma question d'abord est de savoir, parce que Thierno Alassane Sall, cette instabilité de l'école sénégalaise est presque chronique. Comment vous l'expliquez? Bon, ça fait près de 20 ans que l'école est dans une instabilité quasiment, comme vous le dites, chronique et délétère. Au moins depuis le deuxième mandat du président Wade. Parce que, vous savez, l'être humain est par essence contre l'inéquité et l'injustice. Au-delà des revendications, des besoins de matériel, de moyens, etc., l'être est fondamentalement contre l'injustice. Et je crois que le régime de Wade a détérioré et détraqué le système d'égalité sur lequel était bâtie la fonction et la rémunération de la fonction publique sénégalaise, en octroyant à certains corps privilégiés des avantages assez extravagants, pour dire les choses correctement,
et qui se sont étendues par la suite à beaucoup d'autres composantes non pas de ces corps, mais de ces ministères et de ces secteurs. Pour avoir été dans certaines agences, j'ai vu que les salaires pour certaines catégories et certains diplômes n'avaient rien à voir avec ce que pouvait avoir un ingénieur agronome, un médecin, un capitaine de l'armée, un commissaire de police. Le système n'était plus assis ni sur le mérite, ni sur le risque, ni sur l'exposition à la pénibilité, mais simplement sur la proximité au régime de Wade et la capacité de lui apporter Alors, ça, je crois que le président Macky Sall avait promis d'apporter des réponses à cette situation-là. Malheureusement, il ne les a pas apportées. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand on a accordé des avantages à un corps, il est difficile d'y revenir. Et dans le même temps, il sentait bien qu'un nivellement par le haut, en poussant tout le monde vers le haut, était insoutenable à court terme du fait de l'état de nos finances publiques. Et donc, il s'est retrouvé entre les deux. Il avait besoin des mêmes corps pour asseoir sa politique, non pas de réforme de l'État et de modernisation de l'État et de justice sociale, de justice partout, mais d'asseoir son régime. Et donc, il a perpétué le système de Wade. Et donc, vous pouvez voir des gens qui n'ont même pas de diplôme, pour ainsi dire. Je ne veux pas nommer des catégories pour les stigmatiser, mais qui sont dans certains ministères ou dans certaines agences, qui n'ont même pas le bac, percevoir plus que des gens qui ont bac plus 6 dans l'enseignement. Mais on parle de l'enseignement, mais c'est le cas aussi des agronomes, dont on parle peu, des ingénieurs de manière générale dans l'administration, des médecins, bac plus 8, qui perçoivent plus. Et ça, vraiment, j'ai vu les chiffres, moi, personnellement. Oui. Et d'ailleurs, le gouvernement avait commandité une étude en 2016-2017 qui était très claire dessus, qui montrait des disparités. Des disparités, une inéquité salariale et même des injustices sociales. Mais face à de telles situations, est-ce que l'État ne gagnerait pas également à prendre des mesures courageuses? Tout à l'heure, on parlait du plan Saholoum. On a vu que pendant cette période, une période de difficulté, les politiques d'ajustement structurel et leurs dégâts, à l'époque, le pouvoir est allé jusqu'à même baisser les salaires. Je ne dis pas qu'il faut baisser les salaires des gens, mais je veux dire que c'était des mesures quand même courageuses qui ont eu au bout du compte comme résultat que les signaux à l'alternance de 2000 étaient redevenus presque tous verts. Et le président Abdoulaye Wade, qui avait succédé au président Abdou Diouf, ne l'avait pas démenti. Il a dit oui, j'ai trouvé que les caisses de l'État étaient quand même pleines. Absolument. Vous savez, il y a toute économie. Le président Wade, qui était un économiste d'ailleurs, qui se prévalait d'être et qui a enseigné l'économie à la fac. Dans toute économie, il y a des ratios qui... Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, la masse salariale qui représente 80% de vos dépenses courantes ou de vos dépenses, de votre budget consacré, je ne sais pas, à tel ou tel secteur, et avoir 17% pour le fonctionnement, 2% pour l'investissement et croire que vous préparez l'avenir. Vous ne préparez pas l'avenir, vous vivez sur la bête. Or, dans ce pays, pour reprendre l'exemple de l'éducation nationale, on investit peu parce qu'on fait peu d'écoles nouvelles. Il y a tellement d'abris provisoires. Et si je prends l'exemple de Thiès, école Ibra Katiba ou Amadou Koli Diop, fermé, Amadou Koli Diop plutôt fermé, Jules Sagna fermé, parce que c'est des écoles qui sont complètement délabrées. Et les élèves ont été raffectés dans d'autres classes où ils vont aller augmenter la surpopulation. Vous avez des lycées, dans certains lycées de la banlieue de Dakar, Kermassar, des terminales L, où les gens vous disent on a des effectifs de 75. Ce n'est pas tenable, 75 élèves. Vous ne leur apprenez rien. L'enseignant ne peut pas gérer 75 élèves. Alors là, ce qu'il faut normalement, c'est augmenter l'effectif des enseignants. Or, on n'arrive même pas à payer correctement les enseignants actuels. On n'arrive même pas à contenir suffisamment les élèves. Donc, bien les former aussi. Bien les former. Les enseignants dénoncent une inéquité salariale qui justifie effectivement ces revendications. Quelle est votre analyse du traitement salarial des enseignants? Oui, je pense que les enseignants ont raison de parler d'iniquité parce qu'à diplôme égal, les salaires devraient être plus ou moins égaux à quelques indemnités près. Et les indemnités devraient être d'ailleurs bâties sur des considérations objectives et mesurables.
Je veux dire, un enseignant de mathématiques qui a Fongelemi ou à Matam là-bas, dans des conditions extrêmement difficiles, où n'a ni accès à l'eau, dans des villages où n'a ni accès à l'eau, ni à l'électricité, etc. Je pense que lui, on lui doit plus de considération que quelqu'un qui est dans un bureau climatisé et qui perçoit en fonds commun ou en rémunération hors salaire 2 fois le salaire initial de cet enseignant. Or, c'est les réalités qui existent dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement Aujourd'hui, peut-être on arrivera à presque 80 milliards, l'enveloppe que mettra sur la table pour mettre fin à la grève des enseignants. Mais vous citez également d'autres secteurs. On sait que la santé est en train de menacer. Les ASP également sont en mouvement. Et on parle d'un statut pour les ASP. Est-ce que l'État, justement, a les moyens de satisfaire toutes les revendications? C'est pour ça, tout à l'heure, que je demandais, est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre aussi des mesures courageuses? Oui, manifestement, l'État n'a pas les moyens de pousser, de faire une égalité par le haut. Donc, il faut, je pense, organiser des sorte d'assises nationales sur la question de la rémunération et poser sur la table sur les rémunérations et poser sur la table toutes les iniquités. Il y aura en ce moment des mesures courageuses qui devront être discutées, faire preuve de pédagogie, et une nation est bâtie sur le sens du sacrifice. Nous, notre programme s'appelle Refonder le pacte républicain et inclut déjà cette idée que une nation, à la base, c'est le sacrifice. Le salaire ne rémunère pas tout, n'est pas censé payer les efforts fournis. Il est censé représenter une sorte de dotation que l'État met pour vous permettre de subsister, mais le sacrifice auquel vous consentez peut être de loin supérieur à ce salaire-là. Parce que le soldat, par exemple, qui meurt au front, et nous rendons hommage à nos soldats morts en Casamance et ailleurs dans les terres d'opération, au Mali, ailleurs, pour le compte du Sénégal, ces soldats, le salaire ne peut pas payer leur prix. Les handicapés de guerre, on ne peut pas les payer. Et donc, arriver à faire croire que parce qu'on contrôle des régies budgétaires et qu'on peut, à partir de ce moment, être payé parce qu'on est soumis à un risque de corruption ou tentation de trucs, et que donc il faut avoir des salaires confortables pour ne pas être corrompu, mais c'est dire que le soldat, qu'est-ce qui va l'immuniser? Quelle est la veste de sécurité financière qu'on va lui mettre pour l'immuniser contre éventuellement la mort? Il n'y en a pas. L'enseignant qui est en brousse, qui est dans des conditions pénibles, qui parle à 80 élèves, qui va chercher son eau dans un forage de 15 km ou de 10 km, comme dans le Djeri de Linguère, qu'est-ce qui va rémunérer les efforts qu'il consent, les heures qu'il passe à s'époumoner, le pompier qui descend au fond des puits ou qui rentre dans... Donc, une nation n'est pas basée sur le fait qu'on dise vous êtes exposé à des tentations de corruption, ou bien que vous êtes un juge, vous êtes exposé à des tentations de corruption, on vous met à l'aise. Non. Mais malgré tout, on assiste à des détournements aussi. Et tout cela, les enseignants et tous les autres travailleurs sont attentifs à cela, que les ressources publiques, parfois, sont distraites. Mais pour prendre l'exemple de Carlos Ghosn, si le salaire pouvait prévenir d'un détournement, Carlos Ghosn ne se retrouverait pas dans des situations où il se trouve. Et on peut multiplier les exemples. Je vais prendre d'exemples près de nous. D'ailleurs, il a été prouvé que dans ce pays-là, que ceux qui sont dans les agences les plus juteuses, qui ont des salaires de 5 millions et autres, sont par ailleurs ceux qui profitent plus de la bête, qui sont plus tentés par la corruption. Donc, là n'est pas la question. Encore une fois, une nation est bâtie sur le principe, je pourrais prendre autre devise célèbre, égalité, pour ne pas dire les autres. On a dit un peuple, un but, une foi. Il faut qu'on soit un peuple, qu'on soit solidaire, qu'on ait le même but. Et que la loi 61-33 qui prévoyait un peu comment fonctionne la fonction publique et comment on rémunère a été complètement détraquée. Mais à l'époque, les gens acceptaient, les enseignants acceptaient de faire des sacrifices, les médecins acceptaient de faire des sacrifices, d'avoir des salaires. Mais quand il y a une iniquité flagrante, et je crois que c'est là où il faut entendre les enseignants, il y a une iniquité flagrante. Vous ne pouvez pas avoir des diplômes égaux, de même niveau plutôt,
Vous ne pouvez pas être professeur de mathématiques et voir en face de vous quelqu'un qui, sous prétexte qu'il est sorti de l'ENA, doit avoir des rémunérations beaucoup supérieures, alors que le mathématicien a fourni des études plus difficiles peut-être parfois. Et d'ailleurs, le pays est en pénurie de mathématiciens, ce qui pose un problème. Et par ailleurs, le problème de l'éducation... de scientifiques. Oui, de scientifiques de manière générale. Et c'est le second point de la grève. Ça fait 10 ans ou 15 ans que notre système est soumis à la médiocrité. Il faut dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a le bac, il s'exprime à peine correctement en français. Je ne parle même pas des quantums horaires, etc., mais de la qualité de la formation de manière générale. Les Ivoiriens sont devant nous aujourd'hui. Vous parlez à un Camerounais ou à un universitaire camerounais ou à un étudiant camerounais, vous voyez manifestement qu'il est au-dessus Ça, c'est déplorable. Nous étions, avec le Bénin, nous discutions d'être le quartier latin de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, nous sommes, il faut le dire très clairement, en retard sur beaucoup de choses. Or, la plus grande richesse d'un peuple, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le pétrole dont on se gausse beaucoup, ce n'est pas le zircon, c'est la qualité de ces ressources humaines. On le voit avec Singapour et la Corée, pour ne pas donner d'autres exemples. Parlons du coût de la vie. Avec la hausse des prix notée sur certaines denrées, la dernière hausse concerne le sucre. Le loyer, on en parle, qui est très élevé, alors que l'accès au logement, c'est la croix et la bannière. Le coût de la vie au Sénégal, comment arriver à donner aux Sénégalais un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent? Il y a deux ou trois choses. Il y a d'abord qu'il faut constater que par rapport aux pays de la sous-région, nous avons le coût de la vie le plus élevé. Donc on nous dira que oui, il y a une inflation mondiale importée, etc., parce qu'il y a la Covid, etc., mais les gens qui sont... Mais la crise aussi en Ukraine, on en parle aussi, mais les gens avec la flambée des cours du baril de pétrole aussi. Le président Macky Sall avait l'habitude de donner l'exemple du Mali, dont toutes les marchandises transitaient par le port de Dakar, où ça coûtait moins cher. Ou la Gambie. Tous les villages autour de... toutes les localités autour de la Gambie font du trafic et de contrebande avec la Gambie, la Mauritanie également. Parce que nous avons choisi justement un État qui vit au-dessus de ses moyens, qui ne donne pas l'exemple de sacrifice. Et c'est là également que les enseignants, parfois, trouvent à redire à juste titre. Par ailleurs, nous ne sommes pas un pays producteur. Le plan Sénégal émergent et l'autosuffisance en riz, etc., tout ça, en fait, ça n'a abouti à pas à grand-chose. Donc, quand nous importons tout, nous nous exposons naturellement au contre-choc de ce qui se passe à travers le monde. Toute crise vient nous frapper plus durablement. Les chocs exogènes, nous les subissons de manière plus frontale. Le loyer, par exemple. Comment comprenez-vous qu'au Sénégal, on puisse donner à des individus 30 hectares, 40 hectares, à 4 000 francs le mètre carré, et qui revendent ça à 300 000 francs le mètre carré. Et vous vous étonnez que le coût du loyer soit important. Parce que le gouvernement n'a aucune politique sociale. Vous n'entendez plus parler de SICAB ou SNHLM, etc. C'est des privés, nationaux ou étrangers. Il y a quand même le programme des 100 000 logements sociaux. Oui, 100 000 logements sociaux, on verra. Mais pendant ce temps, on a bien vu l'aéroport de Dakar dépecer 30 hectares ici, ça c'était souvent de 30 hectares deux fois, mais ça a continué dernièrement. On a affecté beaucoup de logements, des terrains dans des conditions très nébuleuses à des gens qui vont après revendre sur le marché à des prix extrêmement exagérés. Il n'y a aucune volonté de réguler ce marché alors que le foncier appartient au peuple sénégalais souverain. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la garde des pompiers. Donc, quand l'État décide de lui-même d'octroyer les terres à des spéculateurs qui, après, vont vendre le mètre carré à 300 000, à 250 000, il ne faut pas qu'on s'étonne que le coût du loyer soit élevé au Sénégal. Donc, pour moi, tout ça participe d'une même politique qui n'est pas très cohérente et performante et qui impacte donc le Sénégalais de base de manière frontale. Et vous y ajoutez donc les phénomènes externes, alors nous subissons les conséquences de plein fouet. Quand l'État n'a pas de réserve pour pouvoir
faire du social. Aujourd'hui, en 2021, on a consacré 870 milliards au service de la dette pour le premier semestre. Ça, c'est des sources de la DPR. 870 milliards pour le service de la dette. On a un déficit budgétaire, malgré les budgets annoncés de 2021 de 4 000 et quelques milliards, on a eu un déficit de 961 milliards. Ça veut dire qu'on n'a pas su mobiliser 961 milliards. Pourquoi on n'a pas su mobiliser 961 milliards? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'entreprises qui paient des impôts, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes qui paient, etc. Parce qu'on n'a pas une économie très performante. Voilà pourquoi la seule façon pour le gouvernement de se faire des recettes budgétaires, c'est par exemple de maintenir sur le pétrole des marges importantes qui vont abonder le budget. J'ai été ministre de l'énergie, je sais bien qu'il y a beaucoup de taxes qui sont sur le pétrole qui renchérissent le coût du pétrole par rapport, par exemple, là, au Mali. Vous pensez qu'il est possible pour l'État de renoncer à ces taxes? Mais en renonçant... Pour, voilà, baisser les prix? Oui, en renonçant aux dépenses somptuaires et à l'efficacité économique nulle, pour pouvoir se consacrer plus à de l'économie, comme on parlait de Sakholoum, c'était ça en fait la substance. Dépenser là où il y a une efficacité économique réelle et là où il y a du social. Qu'appelez-vous Je donne un exemple. Dépenses somptuaires. Je donne un exemple. Oui. Économiquement, ça ne fait aucun sens de faire le stade qu'on va inaugurer. Je sais que beaucoup vont m'en vouloir. Du Sénégal à Diamniadio? Oui, je sais que beaucoup m'en vouloir. Il a coûté 150 milliards à peu près. Oui. Ce stade ne sera jamais rempli ou sera rempli qu'à quelques rares occasions. Il faudra le maintenir. Pour le maintenir, on va prendre des recettes budgétaires, puisqu'il faudra entretenir le stade, le nettoyer, l'éclairer, etc., etc. Et il n'y aura pas de recettes propres au stade qui vont pouvoir supporter son entretien et rembourser la dette. Et comment on va se retrouver avec les 155 milliards plus les intérêts qui vont être payés sur 10, 15, 20 ans, qui vont aller se retrouver dans le service de la dette, augmenter les 870 milliards de service de la dette. Pareil pour Dakar Arena. Vous avez vu combien de fois le Dakar Arena a été utilisé pendant ces 4-5 dernières années, surtout durant la période du Covid? Ça veut dire qu'on a des infrastructures sportives, il nous faut des infrastructures sportives, il nous faut des stades dignes de ce nom. Mais on a Léopold Sédar Senghor qui est pratiquement à l'abandon, non homologué par la CAF. Et qui va être réfectionné à hauteur de 20 milliards. Mais pourquoi on n'arrive pas à le réfectionner régulièrement, à l'entretenir régulièrement comme tous les autres stades, comme toute infrastructure? Parce qu'il n'y a pas de recette. Parce que quand il y a un match de football régulier, il y a 3000 spectateurs. Donc, dans ces conditions, où on manque de lycées, où on manque d'universités, on manque d'hôpitaux, où on manque de suffisamment de véhicules pour assurer la sécurité du pays, je pense que cette dépense-là devrait être reléguée, ou par exemple, même pour les sportifs qui vont m'en vouloir, parce que j'ai évoqué ce sujet, quand un sportif est blessé dans ce pays, ou n'importe quel citoyen, vous voulez l'opérer du pied ou autre, il y a très peu d'infrastructures disponibles. Récemment, j'ai eu un ami qui était blessé, il est allé au CTO, mais il n'y a qu'un fauteuil, il a fait la queue pendant 10 jours. Voilà la situation de précarité dans laquelle on se trouve et qu'il faut régler. Alors, il y a un paradoxe qu'on peut relever dans le contexte de hausse des prix des denrées. Le président de la République a quand même donné des instructions à son gouvernement pour aller dans le sens d'une baisse des prix. Comment associer les deux? Hausse, baisse. J'étais membre du gouvernement lors des premières années de l'alternance en 2012. La question essentielle à l'époque, c'était comment assurer les baisses des prix. On réunissait les importateurs, etc. Et la solution, la seule solution viable, c'était qu'on réussisse à produire à des prix très compétitifs. Ou alors économiquement, qu'on puisse avoir d'autres recettes qui nous permettent de financer, comme le font certains pays qui sont assez riches. On n'est ni dans l'un des cas, ni dans l'autre des cas. Donc, on n'a aucune marge, en fait. Le gouvernement va beau faire de la gesticulation, mais in fine, si le président continue à avoir son train de vie, 8 milliards de caisses quand même noires, un avion somptueux. Ils ont des fonds. Oui, de fonds politiques, mais c'est ça. De fonds politiques, fonds spéciaux. Et beaucoup d'institutions qui ont ce genre de fonds. Vous allez dans des pays qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui sont plus riches que nous, le président n'a pas de tel. Alors, quand on vit avec cette philosophie et cette manière-là, la seule
les seules recettes qui peuvent assurer ce train de vie-là, mais c'est dans les prix. C'est les recettes, les taxes et autres qui sont dans le pétrole, dans le riz, etc. Il n'y a que ça. Vous allez en Tunisie qui produit un peu de lait. Je me suis amusé il y a 2 ans, j'étais là-bas, je comparais. Mais le prix d'une bouteille de lait ici, c'est le prix d'un pack de 6 bouteilles en Tunisie. Vous pouvez interroger les Sénégalais qui sont là-bas actuellement. Hein. Vous pouvez voir sur Internet. C'est concrètement ça. Et l'État met 60 milliards par an dans l'importation des produits laitiers. Vous faites 520 km d'autoroute là-bas, vous payez moins de 3 000 francs. Ce que vous payez sur l'autoroute à péage Dakar, dite de l'avenir, Dakar-Thiès, 65 km. Mais quand vous avez telle disparité qui ne s'explique pas que par l'amorce, enfin les les conditions dans lesquelles ces contrats ont été noués, mais vous avez plombé votre économie pour longtemps. Parlons de questions politiques. On sort d'élections territoriales. C'était le 23 janvier avec des résultats diversement appréciés. Quand c'est l'opposition qui parle, on parle d'excellents résultats, de raz-de-marée, notamment de la coalition Yewwi. Et quand on parle également de Benno, oui, la coalition au pouvoir crie victoire. Vous étiez à Thiès, investi à Thiès. Quels sont les résultats que votre parti, la République des Valeurs, a obtenus globalement? Globalement, on était non seulement à Thiès, mais dans 91 autres localités. Et on a pu avoir une mairie avec des candidats RV origine, j'allais dire, ce n'est pas des gens qui ont prêté des papiers ou autres, à Bogal. On a pu arriver dans beaucoup de localités, y compris dans ce département de Bounkiling, 2e, en allant seul, sans coalition, sans alliés. À Thiès, et on est arrivé 2e dans beaucoup d'autres endroits, hein, dans le Sédhiou, Bambali, etc., Pikine Nord, Rufisque Ouest. À Thiès, j'étais candidat moi-même en ville et à Thiès Ouest, et on avait des candidatures dans Thiès Est et dans Thiès Nord. Pour la ville, on est arrivé 3e derrière 2 coalitions. Il y avait 3 grandes coalitions, Yewwi, Wallu et Benno. On est arrivé 3e derrière Yewwi et Benno. Avec des suffrages assez conséquents. On était, je pense, 3e derrière Benno qui était à 15 000, nous on était à un peu moins de 11 000. À Thiès-Ouest, on est arrivé 2e derrière Yewwi, à quelques 200 voix près. Et je pense qu'on était devant Benno Bokk Yakaar. Et je pense qu'on a balayé Idi et Rewmi dans nos bastions communs. Parce qu'il faut dire que Idrissa Seck, Yankhoba Diattara, le maire de Thiès-Ouest et moi, on est tous dans le même quartier, on est tous dans les mêmes centres de vote. 3 centres de vote, on les a vraiment balayés parce qu'on est arrivé de très loin en avance. Mais au résultat, vous n'êtes pas élu maire de Thiès, Thierno Alassane Sall. À la place, c'est Babacar Diop. Oui, l'objectif était d'être élu maire. Déçu? Non, pas du tout. Je suis plutôt satisfait de ces résultats parce que si je voulais être coûte que coûte élu maire, j'allais me soumettre à une de ces coalitions, à leurs conditions. L'objectif n'était pas d'être... Bien sûr, quand on part à des élections, c'est pour être élu maire. Mais je veux dire, je n'avais pas une fixation sur d'être élu maire. Pourquoi vous n'étiez pas dans une logique de coalition? Parce que, en fait, voyez-vous, la coalition Yewwi, par exemple, s'était fondée sur des principes inacceptables pour nous et une logique d'exclusion. Vous vous souviendrez, la presse en a fait largement casse. C'était 4 soi-disant grands, la grande coalition XL autour des 4 grands, et nous sommes supposés petits, qui avaient discuté dans l'ombre pendant des mois pour pouvoir s'entendre sur des accords qui jusque-là nous sont en tout cas hermétiques. À ce qui me semble, en tout cas, de ce que j'en ai compris par l'intermédiaire de ceux qui négociaient pour notre compte. J'étais à l'époque au CRD avec Abdoul Mbaye qui était notre contact. Il se serait entendu sur 80% des grandes villes et des postes les plus importants pour Yewwi, pour les 4, et puis les 20 autres pour ceux qui viendraient éventuellement, ce qu'on appelle Sédélibouki. Je pense que même d'ailleurs ce qui a expliqué en partie le départ du PDS, qui a créé avec d'autres la coalition Wallu. Nous avons estimé que d'abord ça, ce n'est pas acceptable, c'était sur une logique exclusion qui visait les législatives et la présidentielle de 2024. Parce que l'idée, c'était justement de traiter certains de petits et de les empêcher de se faire élire pour
régler déjà les candidatures de 2024 pour l'exclure des gens comme nous, par exemple. Donc, savoir cette logique était inacceptable. Mais deuxièmement et surtout sur la base d'autres principes. Vous savez, on ne peut pas faire une coalition de tout venant où des gens qu'on traitait hier de voleurs, contre qui on a porté plainte. Je pense au maire à l'ancien directeur de Dakar Demdik, qui tout d'un coup se retrouve blanchi parce qu'il vient dans notre coalition. Voyez-vous, où on peut retrouver, faire du neuf avec du vieux. Et d'ailleurs, on le voit au résultat. Quand on voit les maires qui ont été élus sur la bannière de Yewwi, pour beaucoup, je ne dis pas tous, pour beaucoup, le profil n'était pas le premier relevant. Contrairement à ce que nous vend la coalition, qu'on veut apporter des transformations structurelles, apporter la rupture dans le pays, mais en réalité, quand on voit les profils des gens, ça veut dire qu'on n'a même pas été regardant. On a choisi parfois n'importe qui pourvu qu'il gagne. On va en parler tout à l'heure, mais pour certains, non, en réalité, Thierno Alassane Sall est un opposant dans l'opposition. Il n'est jamais d'accord. Vous répondez quoi? Bon, quand il ne faut pas être d'accord, vous savez, le masla sénégalais, je ne suis pas trop pour. Ce que je n'ai pas accepté par Macky Sall, je ne peux pas l'accepter pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire du masla. Vous savez, nos coalitions, on se met ensemble et on oublie toutes nos contradictions pour chasser Wade. Après, ces contradictions ressurgissent. Après, on se met d'accord pour dire qu'il faut faire partir Macky. Puis après, nos contradictions ressurgissent. Moi, je ne suis pas pour ça. Ensuite, s'il faut se taire sur des principes fondamentaux, ce truc d'opposant dans l'opposant, c'est un de vos confrères qui, sans même me consulter, l'a affiché à la une de ses journaux en faisant parler quelques-uns de mes opposants, j'allais dire, dans l'opposition. Vous avez aussi des opposants mais dans l'opposition. Oui, mais parce que quand vous faites parler des gens qui en veulent à Thierno, vous leur prêtez la voix et vous ne donnez pas à Thierno la parole pour qu'il s'exprime, vous pouvez dire ce que vous voulez. Qui sont-ils? Donc c'était un titre de Walf, de votre confrère de Walf, qui avait fait parler essentiellement Birame Souleye et Ousmane Sonko sans me donner la parole. C'est douce. Et c'était dans quel contexte? C'était dans le contexte où les gens se sont bagarrés à l'Assemblée nationale. Et j'ai condamné le fait que les gens puissent se bagarrer à l'Assemblée nationale. Est-ce que j'ai tort quand je dis que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est indigne? Je continue à le dire, je continue à le penser. Après, c'était dans le contexte aussi de l'affaire qui a agité le pays au mois de mars. Là, on voulait coûte que coûte me faire prendre une position de supporter le point de vue de l'opposition unanime. Mais je suis libre d'avoir un point de vue. Et à l'époque d'ailleurs, et je suis fier de dire que si c'est pour ça, je serai toujours taxé comme tel. Je suis fier à l'époque d'avoir condamné ceux qui brûlaient les maisons de presse. Personne quasiment dans l'opposition ne l'a condamné. L'un des rares. Je suis fier d'être ceux qui ont condamné Maître El Hadji Diouf n'est pas mon ami. C'était l'avocat de Franck Timis, je vous fais remarquer. Mais je suis fier d'avoir dit qu'on ne brûle pas la maison d'un avocat. Je suis fier d'avoir dit qu'un magistrat ne peut pas se récuser sur la base que sa femme appartient à une ethnie. La République se flanque à terre quand on accepte ça. Je suis fier d'avoir été le seul à avoir défendu la République dans ces circonstances-là. Alors, vous disiez tout à l'heure... Ça a été toujours ma position. Oui, analysant les résultats obtenus par rapport à certains profils, que vous avez des réserves sur certains profils qui ont été élus maires et qui ont été installés ou qui sont en train d'être installés. On constate tous que les profils de beaucoup de maires ne correspondent manifestement pas au job qui leur est imparti. On le constate tous. Je ne mettrai pas un nom par-ci pour ne pas stigmatiser X ou Y. C'est une tendance générale. Quand on veut faire des ruptures et on veut dénoncer la politique de médiocrité, entre guillemets, de Macky Sall et sa politique de mettre les amis d'abord, les amis politiques au détriment des compétences, on ne peut pas commencer à inaugurer par ce genre de pratique. Ça aussi, il faut le dire. Oui, les grandes villes aujourd'hui, pour aller au fond des choses, remportées par la coalition Yewwi, qui a fait dire d'ailleurs à certains observateurs que le vainqueur ou le grand vainqueur de ces élections territoriales, c'est la coalition Yewwi. C'est Dakar avec l'élection de Barthélémy Diaz, c'est Thiès avec Babacar Diop, c'est Ousmane Sonko à Ziguinchor, c'est
Ahmed Aïdara à Guédiawaye. En tout cas, ce sont les principales villes. N'oubliez pas que dans les villes... Est-ce que vous avez des réserves sur ces profils? Non. Vous oubliez que dans les villes aussi, il y a des communes. Oui. Je dis les maires, sans m'attacher principalement aux villes qui ne sont que 5 au Sénégal. Vous avez dans Dakar 19 autres communes. Vous avez dans Thiès 3 autres communes. Vous avez dans Guédiawaye 5 autres communes. Mais globalement pris au niveau du Sénégal, de Dakar, etc., on a des maires. Donc manifestement, le profil ne répond pas à l'emploi. Et on le verra. Pour vous donner un petit exemple, pour ne pas donner l'impression de fuir votre question, oui. Vous avez vu ce qui s'est passé à Guédiawaye l'autre jour. Manifestement, les gens n'étaient pas préparés. Je ne mets pas en cause le maire, je mets en cause toute la coalition. Manifestement, ils n'étaient pas préparés à ce qui semble être une réalité démocratique simple. Les remous autour de l'installation d'Ahmed Aïdara comme maire de Guédiawaye, en remplacement d'Aliou Sall. Oui, vous avez une majorité relative. Vous avez 39 conseillers sur 84. Mais manifestement, si vous comprenez comment fonctionne la démocratie, vous avez besoin d'un contrat de mandature. Vous avez besoin d'aller voir parmi les opposants ou parmi ceux avec qui vous pouvez vous entendre. Vous avez des affinités. Vous vous dites, il nous faut un contrat pour stabiliser notre gestion de tout le mandat, puisque au-delà du bureau municipal qui n'est qu'anecdotique, vous aurez chaque année des budgets à voter, des programmes à voter, des projets à mettre en œuvre, et ça c'est le conseil municipal qui va les voter. Mais si vous avez une majorité relative dans le conseil municipal, vous vous exposez à chaque réunion d'être mis en minorité. Donc comment vous comptez régler ce problème? Vous allez voir parmi les autres conseillers élus, mais vous leur dites, on vous propose de mixer nos programmes, de nous entendre sur un contrat, de signer des accords en bonne et due forme et de dire que voilà le projet qu'on va mettre en commun. Malgré que vous avez été élu maire, parce que le maire de ville, il est élu sur une liste proportionnelle, mais il ne peut être en minorité extrême même s'il ne gagne pas les 5 autres communes, ce qui peut arriver. Mais vouloir en faire un scandale simplement parce que c'est ce que Guédiawaye a voté, en disant on peut faire ce qu'on veut et croyant qu'on peut faire ce qu'on veut, il suffit de venir au conseil et dire que Guédiawaye a voté, je fais ce que je veux, est une méprise sur comment fonctionne la démocratie. Demain, si nous contrôlions l'Assemblée nationale et que le président Macky Sall était toujours au pouvoir, est-ce que nous allons dire, parce qu'il a été élu à une large majorité dès le premier tour en 2019, on va le laisser gérer? Non, on va utiliser les moyens que nous donne l'Assemblée nationale pour aussi essayer de faire avancer notre cohabitation. Donc il faut comprendre comment fonctionne la démocratie et l'accepter. Et tout ce raffut-là, ces injures, etc., procèdent de ce que la coalition en amont n'a pas vu qu'il y avait là un piège et une difficulté qui était prévisible et qu'il fallait la contourner en mettant en place des mécanismes. Voilà comment on gère un pays. Ce n'est pas des insultes, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est la compréhension du fonctionnement du pays et l'anticipation sur les mesures à prendre. Alors, Khalifa Sall, Malick Gakou, qui sont des leaders politiques comme vous, maires honoraires respectivement de Dakar et de Guédiawaye. Très bien. Mérité? Très bien, bonne chose. Très bien. Alors, Ousmane Sonko qui parle d'une déclaration de patrimoine qu'il va faire dès la semaine prochaine. C'est la loi. Devant l'OFNAC. C'est la loi. Le Forum civil a beaucoup insisté là-dessus dernièrement d'ailleurs. À votre avis, tous les maires qui sont en tout cas dans le cadre de la loi doivent faire cette déclaration de patrimoine? J'étais ministre, j'ai fait ma déclaration de patrimoine, je n'en ai pas fait un grand tapage. C'est la loi. Dès l'instant qu'on gère un budget d'1 milliard de francs CFA, d'au moins d'1 milliard, il faut éviter il faut faire une déclaration de patrimoine. Oui, je pense qu'il faut éviter de se faire des glorioles sur des choses. Je respecte la loi, ça ne peut pas être un sujet de gloire ou de déclaration tapageuse. Moi, j'étais ministre, j'ai fait ma déclaration de patrimoine et puis basta. Parce que c'est la loi. Respecter la loi n'est pas un triomphe. Une déclaration à l'entrée, mais une déclaration à la sortie. À sortie. Vous l'avez faite, oui, vous, la déclaration de sortie? Oui. Et ça a donné quoi comme résultat? Les gens... Je pense qu'il n'y a pas trop de problème particulier. Moi, mon patrimoine n'est pas élevé et puis je peux sourcer tout, documenter tous mes revenus. Vous n'avez pas été épinglé? Ça se saurait. Il y a aussi la
question de la relation entre les maires de l'opposition et le pouvoir central. On a entendu certains maires, quand même de l'opposition, dire voilà, qu'ils sont disposés à collaborer avec l'État. Vous pensez que cela va bien se passer? Mais dans l'absolu, il ne peut pas y avoir une guerre entre maires de l'opposition et l'État, puisque les maires font partie de l'État. On y a assisté quand même, hein? Non. Des relations très tendues entre des maires et... Oui, dans l'opposition, dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir. Puisque les le maires, cas de Dakar, par exemple, à un moment donné. Je rappelle que les maires disposent d'un pouvoir déconcentré ou décentralisé conféré par l'État central dans le cadre de la loi. Donc, ils font partie des organes de l'État. Et la norme voudrait que même si on n'est pas d'accord, qu'on puisse quand même participer à faire avancer le sort des populations, qui doit être la préoccupation aussi bien du gouvernement central que des maires. Maintenant, je comprends aussi ce que veulent dire incidemment ces maires-là. C'est que quand on gouverne, quand on préside au destiné d'une ville qui a un budget de 800 millions et qui a 300 000 habitants ou 400 000, où il y a des projets immenses, où il y a des besoins immenses, ben, vous avez intérêt à trouver des passerelles avec l'État. Peut-être certains, c'est ce qu'ils veulent dire. Parce qu'en réalité, vous êtes maire de, je ne sais pas, Thiès-Ouest. Vous avez des marchés, vous avez des écoles dont il faut payer, vous avez l'électricité, l'éclairage public à faire fonctionner, vous avez des routes défoncées. Vous avez 800 millions de budget, à peine 1 milliard, théorique. Les recettes, c'est parfois 600 millions. Et vous avez rien que l'entretien des marchés, l'enlèvement des ordures, etc., des postes de santé, mais c'est une bagatelle. Donc, quand on n'a pas d'imagination ou quand on n'est pas préparé à ça, mais on est obligé de... Voilà. En tout cas, on n'a pas intérêt à se mettre en face de l'État central, mais ça ne veut pas dire qu'il faille collaborer. Alors, vont bientôt arriver les élections législatives prévues le 31 juillet 2022, là. Est-ce que vous pensez que le pouvoir pourrait être vaincu aux prochaines élections législatives et que l'hypothèse d'une cohabitation peut être sérieusement envisagée au vu des résultats des élections territoriales? Je crois que d'abord, les résultats des élections territoriales constituent pour beaucoup une surprise. Mais Benno Bokk Yakaar crie victoire, dit qu'il a toujours la majorité. Ils ont beau jeu de crier victoire, c'est normal. Les législatives, il est certain que le pouvoir va vers des cours de risques extrêmement importants parce que beaucoup de ceux qui hésitaient ou de ceux qui pensaient que ce n'était pas possible ont vu là des signaux. Et même dans le camp du pouvoir, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à migrer. Donc, il est certain qu'il y a un risque et nous y travaillons. Si nous n'étions pas convaincus qu'un jour ou l'autre, Macky Sall et Benno Bokk Yakaar vont reculer, nous ne serions pas dans l'opposition. Mais est-ce que cela ne suppose pas que vous, opposition, que vous ayez une liste commune? Ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Quand on regarde les résultats, surtout au niveau des départements, parce qu'aux législatives, en plus de la proportionnelle, il y a surtout les listes majoritaires au niveau des départements. Et ça pèse sur la balance. C'est une élection à un tour. C'est une vision simpliste de dire que Yewwi a gagné à Thiès parce qu'ils étaient une grande coalition. Oui. Mais si nous n'étions pas présents et nous avions battu campagne durement en voulant nous aussi gagner, et en remportant autant de suffrages dans Thiès-Ouest, peut-être que Benno Bokk Yakaar n'aurait pas été aussi largement battu. Et au niveau, même si c'est des élections nationales, il y a aussi une liste nationale. Au niveau de la liste nationale, ça serait ressenti. D'ailleurs, le pouvoir le comprend bien, qui essaie de mettre des listes parallèles pour disperser les voix de l'opposition. Mais là aussi où l'opposition n'arrive pas à s'entendre, il est important que des listes solides, claires, puissent se mettre en ordre pour combattre le régime. Parce que c'est une élection à un tour. Vous n'êtes pas partisan d'une liste commune de l'opposition? De toute façon, je ne vois pas pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, Yewwi était parti sur la base d'un contrat qui ira
qu'aux législatives. Nous n'étions pas dans ce contrat. Même la présidentielle. Et même la présidentielle. Oui. Et nous n'étions pas dans ce contrat pour les conditions que j'ai rappelées. La même chose pour Wallou aussi. Pour Wallou. Oui. Bon, donc nous explorons d'autres possibilités. Ah oui? Oui, très clairement. Nous sommes, vous savez, moi, et ceux avec qui on est, nous ne sommes pas obnubilés ni par la victoire, ni par être coûte que coûte dans de grandes coalitions. Nous sommes obnubilés par nos principes et nos valeurs. J'entends bien des gens dire que oui, ils sont trop teigneux, trop têtus, trop obstinés, trop justes, trop véridiques, même parfois. Je l'ai entendu 1000 fois. Mais disons, si dans un pays, être véridique, être juste, être apte, cheval sur ses principes est une malédiction, on l'accepte. Mais nous, on va avec nos principes. La victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions champions d'Afrique, a créé un élan national, patriotique. La République des valeurs était là, Thierno Alassane Sall était là. Absolument. D'aucuns ne m'ont pas vu à l'aéroport, on vite crié où est-ce que j'étais, parce que je n'ai pas été invité, je n'ai pas l'habitude de... Ah oui, vous n'avez pas été invité malgré ce qu'ils ont déclaré à la presse, oui. Toute la presse a dit, toute l'opposition a été invitée. Il faut dire les choses telles quelles. Ils ont appelé individuellement ceux qui étaient là-bas. Moi, je n'ai pas été invité. On ne vous a jamais appelé. Quand on m'a appelé le lendemain pour la présidence, je me suis rendu avec plaisir. Mais j'étais dans la rue. Vous étiez au palais lors de la décoration des Lions. Oui, mais le jour de l'arrivée des Lions, j'étais très content d'être avec mes voisins, etc., dans la rue, sur la VDN, avec mes voisins, mes amis. On a mis notre sono, on a dansé. Et je pense que j'étais plus là-bas content que si j'étais dans le cadre très feutré du salon présidentiel de l'aéroport. J'étais très content d'être là. Et pour beaucoup, cet élan doit se poursuivre. On est à la veille, on suppose, de la nomination d'un nouveau Premier ministre, de la formation d'un nouveau gouvernement. Est-ce que, selon vous, la logique devrait aller jusqu'à votre entrée ou votre retour au gouvernement? Mais cet élan doit se poursuivre d'abord en pensant à qu'est-ce qu'un peuple. On est heureux de gagner, mais ça doit se poursuivre au service du peuple sénégalais. Pas seulement au service d'un ravalage de façade en haut. Mais quand j'ai fait une campagne, quand vous voyez des femmes de 80 ans qui vendent de la salade à 22 heures la nuit pour pouvoir subsister, quand vous voyez dans le marché une femme qui a fait 60 ans de table, qui est là encore courbée parce qu'elle n'a pas de fils ou de fille qui puisse prendre la relève, qui n'a pas de boulot, quand vous voyez un gars qui a Master 2 qui vend du café Touba, c'est autour de ces gens-là, pour faire émerger ces gens-là, au service de ces gens-là qu'on doit se mettre pour que le pays puisse aller de l'avant. Ça ne doit pas être simplement une unité de façade en oubliant les réalités que vivent les Sénégalais et les Sénégalaises qui souffrent dans leur chair. Votre retour au gouvernement n'est pas à l'ordre du jour, vous, Thierno Alassane Sall? Tu ne vois pas qu'est-ce que j'y ferai. Ah oui? Tu ne vois pas qu'est-ce que je n'ai pas essayé. Je suis tranquille là où je suis, bien là où je suis. Je prends des positions, je crois défendre mon pays, aider mon pays du mieux que je suis. Je puis là où je suis pour l'instant. Le président de la République semble être dans une logique de mettre des éléments de l'opposition dans son gouvernement. À titre d'exemple, la nomination de Bamba Fall, qui était élu sur la liste de Gumsobop à la Médina et qui est aujourd'hui ministre conseiller. Je vous ai dit qu'en politique, commentaire. Qu'en politique, 1 + 1 ne fait pas toujours 2. Vous avez vu avec le Mborok Sow et Idriss Seck, tout puissant à Thiès, imbattable. Il a fallu qu'il s'allie avec Macky Sall. Bon. Donc, le peuple aussi a ses attentes. Il faut être à l'écoute du peuple. Il faut être à l'écoute des gens qui souffrent, des taximans qui roulent sur des routes défoncées, qui ont des vieux tacos, qui n'en peuvent plus. Il faut des solutions. La nomination prochaine d'un nouveau Premier ministre vous laisse indifférent. Anecdote. On est le seul pays au monde où on passe notre temps à supprimer un poste, à le remettre et à en faire des tonnes et des trucs comme pour faire diversion. Oui. Pour moi, ça ne change pas. Dernier thème de notre émission, Thierno Alassane Sall, invité du jour du dimanche, la sécurité. Commençons par la Casamance. Tout récemment, 4 soldats de l'armée sénégalaise ont été tués, 7 autres pris en otage avant d'être libérés par les MFDC à la suite d'accrochages à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. La République des valeurs a réagi à travers un communiqué. Pour revenir sur cette affaire, quelle est votre position sur ce qui s'est passé récemment entre le MFDC et l'armée sénégalaise qui était là dans le cadre d'une mission
de la CEDEAO. Oui, d'ailleurs, il est malheureux que ce soit en Gambie pour des soldats qui n'étaient presque plus sénégalais, parce que sous le couvert de la CEDEAO, que ces incidents tragiques sont intervenus. Et nous saluons la mémoire des soldats disparus. Nous nous félicitons de la libération sans condition des otages qui ont été faits prisonniers. Nous avons été très émus et choqués par le fait que ces soldats aient été exhibés comme des trophées de guerre et exposés dans des conditions humiliantes qui ne répondent à aucune des conventions internationales et qui violent notre dignité d'Africain, nos traditions africaines. Que faire face à ce que vous décrivez là comme une humiliation? Et le sursaut que vous appelez là, dont vous appelez, je pense qu'il doit aussi se traduire en de pareilles circonstances. Les soldats sont de la grande muette. Ils ne peuvent pas exprimer leurs états d'âme ni leurs frustrations, etc. J'espère qu'ils n'en ont pas, en l'occurrence d'ailleurs. Mais on a constaté malheureusement que, bon, passé la Coupe d'Afrique, les gens sont retournés à leur job comme usuel. Alors que ces gens, l'armée constitue l'épine dorsale de notre pays et doit vraiment mériter de notre soutien et de notre compassion en toutes circonstances. Nous saluons d'ailleurs par rapport à la gouvernance de Macky Sall, ils ont fait un assez bon travail en Casamance où manifestement il y avait des zones de non-droit, des champs de chanvre, des trafics en toutes sortes. Et c'est trafic de bois. De trafic de bois, de trafic de chanvre indien, de trafic de toutes sortes. Et c'est cette chienlit-là, cette métatase-là, qui risquait de se généraliser et qui a fait que d'autres États ont failli. Oui. Et donc, nous sommes très contents qu'aujourd'hui, la situation ait été assainie un peu en Casamance. Mais comment peut-on comprendre les derniers accrochages? Mais elle ne peut pas être réglée que par l'aspect militaire. Oui. Il faut aussi une justice sociale. Vous êtes favorable à des discussions avec Salif Sadio, avec le MFDC? Je ne dis pas ça. Au regard de la situation actuelle? Je pense qu'on ne devrait pas discuter avec des gens qui ont pris les armes contre la République et qui ont... Ce que j'étais en train d'expliquer, il faut une riposte militaire, mais il faut en même temps traiter des problèmes de fond dans le pays, pas seulement qu'en Casamance, de l'injustice sociale, de l'abandon des jeunes qui n'ont aucune perspective, prendre ces gens en main très tôt et essayer de trouver des solutions à leur inquiétude, à leur désarroi, qui fondent les lits des rébellions. Oui, quand le MFDC confisque les armes de ces soldats qui avaient été détenus, casques, gilets pare-balles, montres et autres munitions, en disant que c'est un signal envoyé au Sénégal, quelle réponse il faudrait apporter? Ils ont connu d'autres heures plus glorieuses pour eux, entre guillemets. D'autres heures où ils étaient dans des camps, ils occupaient des parties du territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ils avaient des bases arrières en Gambie, en Guinée-Bissau. Je pense qu'ils ont de plus en plus de difficultés. Donc il faut comprendre aussi cette forme de revendication comme une sorte de champ de signe. Moi, si je le comprends comme ça. Je ne suis pas outre mesure inquiet que cela. Je pense que du point de vue strictement militaire, le MFDC n'a plus les capacités de faire. Maintenant, même dans Dakar ici, vous pouvez toujours trouver des gens qui peuvent faire un braquage et faire un peu de mal. On parle de Boy Guinée, bon, ce n'est qu'un individu désarmé. Mais le problème de fond, si on ne veut pas qu'il y ait une résurgence de ce genre de situation dans le pays, il faut traiter les problèmes de fond qui ont prévalu à l'émergence de ce genre de mouvement sécessionniste. On remarque quand même qu'il y a une réserve des hommes politiques sénégalais sur la question casamançaise. Qu'est-ce qui l'expliquerait? Il y a une réserve sur beaucoup de sujets qui sont tabous. Je pense que j'ai donné l'exemple à propos des menaces qui ont pesé sur votre corporation, sur des juges à un moment donné. Il y a cette réserve sur le MFDC. Je ne comprends pas. Je pense que c'est par peur de représailles éventuelles. D'autres aussi, c'est parce que bon, ils sont plus ou moins peut-être mal à l'aise sur ce sujet. Quand on dit que Salif Sadio est mon oncle, après, on a du mal à certainement prendre position. Ils prennent position plus facilement sur ce qui se passe au Mali. Oui. En Guinée, ils vont s'exhiber devant les colonels maliens. Mais quand le sujet nous concerne au premier chef, le Sénégal, c'est silence radio. C'est là d'ailleurs où on mesure le courage politique des uns et des autres ou leur cohérence par rapport aux positions qu'ils énoncent. Le Mali, on va terminer par là avec Barkhane et Takuba qui vont se retirer. Le président
français Emmanuel Macron l'a annoncé, un retrait organisé, mais le gouvernement malien dit non, c'est tout de suite et sans délai qu'il faut partir. Réplique du président Macron, il ne faudrait pas toucher à un seul cheveu des soldats français qui vont se retirer comme il est prévu. Votre avis, votre analyse de cette situation au Mali, je pense que ça, et plus généralement la sécurité en Afrique de l'Ouest? Je pense que la situation au Mali eût mérité un traitement beaucoup plus sérieux de la part de nos chefs d'État et des États africains. Ils sont en train de pousser le peuple malien et le gouvernement malien dans une sorte de logique d'enfermement, il faut le dire, parce que les sanctions qui ont été prononcées par la CEDEAO sont des sanctions injustes. La CEDEAO n'est pas contre les coups d'État, ils sont contre les coups d'État militaires, puisque Ibeka lui-même avait fait un coup d'État, il avait voulu traficoter les résultats des élections législatives et confisquer les élus qui avaient été déclarés pour le compte de l'opposition. Condé n'a jamais été menacé parce qu'il a voulu organiser un troisième mandat, Ouattara, etc. Donc nos amis ne sont pas contre les coups d'État, ils sont contre que leur quiétude de chefs d'État, de syndicats de chefs d'État soit troublée. Justement, le président Macky Sall dit que la CEDEAO n'est pas un syndicat de chefs d'État. Mais c'est le cas. Et donc, punir le peuple malien en prenant des mesures drastiques qui sont interdites par les traités même. Vous savez, la Banque centrale est indépendante des États réputés. Elle ne doit pas recevoir des ordres des États. Elle ne peut pas s'opposer à la souveraineté monétaire du Mali, qui est pays membre. Aujourd'hui, la souveraineté monétaire du Mali est confisquée. Très bien. On va quand même terminer. Quelles pourraient être les conséquences de ce retrait de Barkhane et de Takuba, mais aussi, surtout, le Mali qui dit c'est tout de suite sans délai qu'il faut partir? Oui, bon, moi je me serais réjoui davantage si la junte malienne avait pris les choses en main en disant par nationalisme, par compétence, nous allons exercer notre souveraineté exclusive. Je comprends bien, et je crois que c'est le vœu du peuple malien de faire sortir les Français, mais si pour faire venir des mercenaires, russes qui plus est, on n'a jamais réussi à régler les problèmes d'un pays à travers les mercenaires. Et particulièrement Wagner, on voit bien ce qui se passe en RCA, en Syrie, en Libye. C'est pour exacerber les conflits et faire venir un ours à la place du loup. Seriez-vous favorable à un repli éventuel de tout ou partie de ces forces françaises, européennes, dans des pays, c'est annoncé déjà, hein, le Niger, le Tchad, c'est déjà le cas, mais dans des pays comme le Sénégal. Et la souveraineté d'un État, de toute façon, nous avons revendiqué notre souveraineté en 60. Il ne doit pas y avoir une souveraineté à moitié, ou une souveraineté qui n'est pas totale. Donc, nous devons construire notre souveraineté. Mais je dis que souveraineté ne veut pas dire absence de coopération ponctuelle. Les États-Unis aident bien beaucoup de pays en Europe, parfois ont besoin d'eux-mêmes, comme dans certains cas, d'être appuyés par d'autres pays. Donc nous devons construire des coopérations d'égal à égal avec les autres nations, mais sur la base d'une souveraineté totale sur non seulement nos territoires, mais nos économies, etc. Mais ça, c'est à construire, quoi. Je ne suis pas de ceux aussi qui disent ici et maintenant, par exemple, il faut tout de suite changer, par exemple, la monnaie, etc. Je pense que c'est à construire, mais c'est un long débat. Merci, Thierno Alassane Sall, président de la République des Valeurs. Il était l'invité de ce jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Babacar Ndiaye, Ibamar Sen, réseaux sociaux Biram Pouy et Fatima Taba, immédiat.sn qui fera le compte rendu de cette émission, au texte Cheikh Moussa Sarr et à la photo Abdoulaye Silla. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.